Ce que nous allons vous proposer durant cette semaine, c'est de réfléchir ensemble avec l'aide de scientifiques, de philosophes, d'artistes, pour esquisser des réponses aux problèmes de notre époque et au devenir de notre humanité. Des scientifiques de plus en plus nombreux effectuent aujourd'hui des constats peu encourageants et même voire alarmistes pour l'avenir. Épuisement de nos ressources, disparition de la biodiversité, dégradation croissante de notre environnement, ça on l'entend tous les jours, des politiques en font leur thème de campagne, et hélas on voit monter des individualismes et des nationalismes qui de plus en plus refont surface. Alors pourquoi associer le nom de Pierre Teilhard de Chardin à cette manifestation ? Il y a presque 100 ans, Pierre Teilhard de Chardin, déjà conscient de cette situation, faisait deux constats. Le premier, c'est que l'univers est une évolution. Le second, c'est que la vie a un sens. La vie a un sens dans la double acceptation du mot, savoir la vie a une direction de marche et la vie a une signification. Alors, je ne rentrerai pas dans une biographie complète de Pierre Teilhard, ça prendrait largement toute la soirée, et encore, mais je vais vous le présenter brièvement et tenter de vous faire percevoir l'originalité de sa pensée et l'espoir qu'il nous propose. Alors, qui connaît aujourd'hui Pierre Teilhard de Chardin ? Qui ne le connaît pas ici ? Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Tous les autres, je peux supposer que vous avez au moins entendu son nom. Ça a longtemps été un illustre inconnu, illustre parce que son nom résonnait pour un certain nombre de raisons, et inconnu parce que le fond de sa pensée a fini par se déléguer. Et pourtant, l'apparition de sa vision de l'évolution dans l'Église au début du siècle dernier a créé bien des remous, notamment au sein de l'Église catholique, qui est son Église, et Église qu'il n'a jamais quittée. Pour faire rapidement, Pierre Teilhard est né en 1881, bien sûr, dans une famille auvergnate et catholique. Très tôt, il s'intéressa à la nature, incité par son père qui était un passionné de sciences naturelles et qui était un érudit. Sa mère, qui était une femme très pieuse, par ailleurs, était très engagée auprès de son entourage. Il a été ordonné prêtre en 1911 en Angleterre parce que les religieux avaient été exclus par la loi de séparation de l'Église et de l'État, donc expulsé en Angleterre, et là il a découvert les écrits de Darwin, l'origine des espèces, qui avaient été écrits en 1859, et l'évolution créatrice de Bergson, dont il dira que ça a été un feu qui dévorait déjà son cœur et son esprit. Mais ça dans une autobiographie qu'il a écrite à la fin de sa vie et que vous trouvez dans le tome 13 de ses œuvres complètes. Il termine ses études en 1912, donc ses études religieuses, et il entreprend à Paris au Muséum d'histoire naturelle des études de paléontologie dans le laboratoire du professeur Boulle, Marcellin Boulle. Et ce qui est à noter, c'est que l'école de Marcellin Boulle est la première école évolutionniste. Jusque-là, le dogme chrétien, c'est le fixisme, Adam et Ève créés dans le paradis terrestre, et l'évolution n'existe pas. Alors ce qui est à remarquer quand même, c'est la largeur d'esprit de sa hiérarchie jésuite qui autorise Teilhard à rentrer dans ce laboratoire et à travailler sur l'évolution. Ça, c'est vraiment surprenant. Alors éclate la guerre, on va faire vite quand même, éclate la guerre de 14, il est mobilisé comme bancardier, et il insistera pour rester au milieu des hommes, ce qui lui vaudra des actes de bravoure récompensés par croix de guerre, Légion d'honneur. Donc il revient en 19, je crois 18 ou 19, il revient au laboratoire en 1920. Et là, il prépare une thèse de paléontologie qu'il soutiendra en 1922, devient professeur de géologie à l'Institut catholique de Paris après avoir obtenu une licence de sciences naturelles. Le voilà donc installé comme professeur. Donc j'ai fait les présentations, ce qui concerne Pierre Teilhard de Chardin. On reviendra très probablement pas ou peu sur sa biographie. Sur sa vie, je vous invite à regarder l'exposition qui est accrochée au mur du hall. C'est une exposition qui est très très complète et qui vous donnera de nombreuses précisions sur sa vie et son engagement. Donc il faut rappeler, comme je le disais tout à l'heure,
le contexte dogmatique de l'Église de son temps au sujet de la création, le monogénisme faisait loi. Adam et Ève habitent le jardin d'Éden. Hein. Les théories évolutionnistes ne sont pas en droit de contredire l'Écriture. Pour mémoire, en 1875, le pape Pie IX avait condamné le transformisme, donc les théories de Jean-Baptiste Lamarck sur l'évolution. Et pour resituer le contexte actuel, le 23 octobre 1996, le pape Jean-Paul II déclarait que de nouvelles connaissances conduisaient à reconnaître dans la théorie de l'évolution plus qu'une hypothèse. Hein. Le pape Benoît XVI a donné sa bénédiction aux participants du congrès Teilhard de Chardin qui s'est tenu à Rome donc en 2004. Dans Laudato Si, le pape François, en référence, cite des œuvres de Teilhard de Chardin. Alors, Teilhard se retrouve dans un contexte qui est quand même assez délicat. En tant que scientifique et religieux, il prend conscience dès 1916. Alors 1916, Teilhard est dans les tranchées. Teilhard est engagé à la guerre. Il est persuadé d'ailleurs qu'il va y finir ses jours. Et chaque fois qu'il est de repos à l'arrière du front, il écrit à sa cousine Marguerite Teilhard-Chambon, prend des notes et lui fait part de la progression de sa réflexion. Et donc en 1916, il lui fait part de la nécessité de réconcilier Dieu et le monde, la foi et la science, et de redonner à la Genèse son sens symbolique et non un sens historique. En 1920, il écrivait, alors d'ailleurs, c'est pas rien quand même, hein, tant qu'on a pu croire à 8 jours de création et un passé de 4000 ans, tant qu'on a considéré les astres comme des satellites de la Terre et les animaux comme des serviteurs de l'homme, il n'a pas été difficile de croire qu'un seul homme avait pu tout gâter et que notre homme avait tout sauvé. Et il nous dit, aujourd'hui, nous savons de certitude physique absolue que l'univers astral n'est pas centré sur la Terre, ni la vie terrestre sur l'humanité. Alors ça, vous le trouvez dans Comment je crois, donc le tome 10 des œuvres complètes, et dans un essai qui s'appelle Chute, rédemption et géocentrie, qui a également participé à agiter les milieux religieux de son époque, et il a posé quelques problèmes. Suite à une discussion qu'il avait eue avec un de ses confrères sur le péché originel, il écrit une note sur quelques représentations historiques du péché originel. Alors c'est une note qui mérite d'être lue quand même, parce qu'elle remet quand même pas mal de choses en cause. Et donc cette note va créer entre lui et sa hiérarchie un fossé, donc qui lui vaudra interdiction d'enseigner, de publier, et qui va le conduire à l'exil pour le reste de sa vie. Donc ça, vous pouvez le découvrir également dans les panneaux qui sont exposés dans le grand hall de l'entrée. 4 phrases que Teilhard a placées en prologue de son essai Comment je crois en 1934 résument bien le fil conducteur de sa pensée et vont nous servir de guide. Elles constituent ce que certains ont appelé le credo de Teilhard. Première de ces phrases, c'est « Je crois que l'univers est une évolution ». Donc ça, on va le voir, on va le détailler. Deuxième point, dans sa démarche intellectuelle, je crois que l'évolution va vers l'esprit. C'est-à-dire qu'il y a, au fur et à mesure de la montée de cette évolution, une complexification qui va vers l'esprit. Troisième phrase, je crois que l'esprit dans l'homme s'achève en personnel. Et on verra, un peu délicat cette notion de personnel, mais on verra ce que c'est. Et la dernière, qui résume globalement sa pensée, le personnel suprême, je crois que le personnel suprême est le Christ universel. Pourquoi j'ai suivi ce canevas de 4 points? Parce qu'on aurait pu se contenter des 2 premiers. Parce que bien souvent, dans l'approche de la pensée de Teilhard, des gens se contentent, ce qui est fort intéressant d'ailleurs, de l'aspect évolutif, de l'union créatrice. Mais il ne faut pas perdre de vue que pour Teilhard,
ce qui le préoccupe, c'est de savoir quelle est cette démarche de l'évolution, cette démarche, ce point d'aboutissement de l'esprit, et pour lui, qui est religieux, qui est prêtre, il n'y a pas de doute donc, sur le point d'aboutissement. Donc l'univers est une évolution. Mais comment se déroule, comment se passe cette évolution? On pourrait d'emblée chercher un mécanisme physique. Métaillard, qui est un chercheur de terrain, un géologue et un paléontologue, préfèrent procéder autrement, c'est-à-dire observer et décrire le phénomène. C'est un phénoménologue. Il décrit donc le phénomène à partir de l'homme, en considérant que ce dernier, l'homme, est le maillon le plus complexe et le plus abouti de la création. L'homme, dit-il, non pas centre statique du monde, mais l'axe et la flèche de l'évolution. Donc par l'homme, il définit une ligne d'évolution et un sens. Alors son but, et il nous le décrit notamment dans le phénomène humain, si j'ai bonne mémoire, c'est établir autour de l'homme, qu'il choisit pour centre, un ordre cohérent entre conséquent et antécédent, de voir comment se manifeste à ses yeux de paléontologue cette évolution. Découvrir, dit-il, une loi expérimentale de récurrence exprimant leur apparition successive dans le temps. Alors Pierre Teilhard présuppose que l'univers est soumis à un devenir et que l'évolution universelle a un sens absolu, lequel est vers l'esprit. Ça, c'est sa démarche de recherche. Et de ces deux postulats, il va déduire que expliquer la figure du monde revient à expliquer la genèse de l'esprit. Ça, on va le développer. Expliquer la figure du monde revient à voir comment s'est formé l'esprit. Et il nous dit, l'âme, à tous ses degrés, est née de cette concentration progressive de la poussière initiale qu'il a appelée l'union créatrice. C'est ce phénomène que nous décrit Teilhard et qui, selon lui, est à l'origine de cette évolution. Et il nous dit, c'est la théorie qui admet que tout se passe comme si l'un se formait par unification successive du multiple et comme s'il était d'autant plus parfait qu'il centralise sous lui plus parfaitement un plus vaste multiple. Alors on va voir ça dans le détail. De l'apparition des premières énergies, lors de ce qui a été appelé la singularité initiale ou par dérision de l'abbé Lemaître, le Big Bang à l'époque, des particules se sont unifiées, de l'énergie en fait, se sont unifiées pour constituer des éléments plus complexes. Donc des fermions, des bosons, puis au-delà de ça, des noyaux, des atomes. Donc des particules ici, ces particules s'unifient et vont ici former des atomes. Ces atomes vont s'unifier et vont constituer des molécules, ici une molécule simple qui est la molécule d'eau, mais qui n'en est pas moins curieuse et riche d'enseignements. Ensuite, des cellules, l'apparition du vivant, et puis des molécules de plus en plus complexes et qui vont nous conduire à ce que nous connaissons et au vivant que nous connaissons aujourd'hui et dont nous faisons partie. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que des éléments préexistants s'unissent, essentiellement à ce stade-là, ici, partout, à des niveaux divers, et font émerger des propriétés surprenantes comme les propriétés de l'eau. Et puis la chimie organique qui va conduire à la vie. Si on prend la molécule d'eau, elle est tout à fait particulière d'ailleurs, parce que vous avez donc un oxygène, deux hydrogènes. Ces deux hydrogènes, ici, ont des charges identiques, donc devraient se repousser, donc on devrait les retrouver alignés ici. Eh bien, elles ne sont pas alignées, et elles font un angle de 142 degrés 80 ou quelque chose comme ça. Pourquoi ça? Mes notions de chimie
ne vont pas jusque-là. Mais par contre, qu'est-ce que ça fait? Ça confère à cette molécule une propriété particulière qui est celle d'un dipôle électrique et qui va conditionner, pour ceux qui ont encore quelques résidus de chimie dans moi, ça va constituer la fameuse liaison hydrogène qui va permettre donc d'unir des molécules dans la chimie organique. Donc c'est assez curieux. À noter quand même que dans ce qu'il considère, il s'agit ici d'union. Il ne s'agit pas de fusion. Et il nous dit, par ailleurs, que l'union différencie mais n'agglomère pas. Et alors un bel exemple, c'est la molécule d'eau. Vous prenez un atome d'oxygène, vous prenez 2 atomes d'hydrogène. En soi, ces 2 atomes sont des entités bien particulières, bien définies. Elles s'unissent à fond de l'eau. L'eau, ça n'a rien à voir avec l'hydrogène, ça n'a rien à voir avec l'oxygène. C'est un autre élément qui va avoir des propriétés particulières et qui va conduire à des évolutions encore tout à fait fantastiques. Oui, mais à partir d'une molécule d'eau telle que celle-ci, si je mets un coup d'électrolyse, je vais retrouver de l'hydrogène et je vais retrouver de l'oxygène. Donc ils ne se sont pas amalgamés, ils se sont unis. Et on sait les retrouver. Et on va voir l'incidence que ça peut avoir quand Teilhard va nous considérer, nous, humains, comme des monades élémentaires chargées de parachever l'évolution et de finir l'évolution. Si nous nous unissons avec quelqu'un, nous restons nous-mêmes, mais ensemble, nous faisons autre chose, et quelque chose qui peut être totalement différent de ce que sont les éléments de départ. C'est union, non pas fusion, et union progressive. Et alors, il va nous dire là après des choses tout à fait particulières. Au premier stade où il nous devient imaginable, le monde est déjà depuis longtemps en proie à une multitude d'âmes élémentaires qui se disputent sa poussière pour exister en l'unifiant. Et il ajoute, nous ne pouvons en douter, la matière dite brute est certainement animée à sa manière. Atomes, électrons, corpuscules élémentaires, quels qu'ils soient, doivent avoir un rudiment d'immanence, c'est-à-dire une étincelle d'esprit. Il nous dit que l'âme, à tous ses degrés, est née de cette concentration progressive de la poussière initiale, et il nous dit, je crois que l'univers est une évolution. Teilhard nous dit, l'union créatrice, c'est cette loi initiée par l'influence créatrice de Dieu qui crée l'unisson. Bon, ça on l'a vu. Par contre, il faut remarquer le terme, Teilhard emploie le terme d'influence ici. Ce n'est pas le grand horloger qui a pris son tournevis et qui ajuste là. C'est une influence. Hein. Et il attire également notre attention sur le fait que, pour lui, et c'est important, la cause première ne se mêle pas aux effets, elle agit sur les natures individuelles et sur le mouvement de l'ensemble. Dieu agit sur les natures individuelles, nous dit-il, et on va voir le détail tout à l'heure, mais ce qu'il dit, c'est que la cause première, Dieu, ne se mêle pas aux effets physiques. Dieu, il ne veut pas dire, tiens, je prends celui-là, je les mets ensemble et ça va marcher. Non. Il y a, et on va le voir tout à l'heure, des milliards et des milliards d'essais, des milliards d'opportunités qui font qu'à un moment donné, 2 monades vont se rencontrer et devenir quelque chose de plus. Mais, si elles le veulent bien, ou si elles en sont capables, et ça ne veut pas dire que si elles ne le font pas, ça va être la catastrophe. Non, il se produira autre chose. Donc, c'est pas le grand horloger qui fait son réglage là. Il y a un esprit d'amour qui est présent au départ, d'union, et c'est cet esprit d'amour qui va guider cette union entre les différents éléments de la création. Pour vous ouvrir une grosse parenthèse, Teilhard, alors j'ai le texte complet en finale, mais je n'ai pas voulu le mettre là parce que ça ferait trop long pour l'instant. Teilhard compare la création à une grosse sphère de ressorts. Des petits ressorts qui forment une sphère. Et au centre de cette sphère-là, il y a un ressort.
Et il dit, Dieu va exercer, ou le Créateur va exercer une pression sur cet ensemble. Qu'est-ce qui va se passer là-dedans? Tous les petits ressorts vont se déplacer, vont se pousser. Puis quand il y en a un qui va voir arriver le voisin, il dit, tiens, je l'ai rencontré par hasard. Bah oui, à son niveau, c'est un hasard. Mais ça aurait pu être notre ressort qui soit à sa place, d'ailleurs. Hein. C'est pas quelque chose d'absolu. Alors, cette sphère à ressort, moi j'ai trouvé cet exemple tout à fait intéressant. Si on a le temps tout à l'heure et que vous n'êtes pas fatigué, et j'ai le texte intégral, je trouve que c'est une image qui peut nous parler. Donc, Dieu agit sur les natures individuelles et sur les mouvements de l'ensemble. Sur les natures individuelles par sa présence en chacun des éléments, si nous nous considérons comme des natures individuelles, Dieu est présent en chacun de nous et il peut agir. Il peut agir sur notre façon de penser, sur notre conscience, je dirais, et sur le mouvement de l'ensemble, comme je vous l'ai décrit, par une pression sur les éléments externes. Pour lui, le tâtonnement qui a lieu n'est pas seulement le hasard avec quoi on a voulu le confondre, mais ce qu'il appelle un hasard dirigé. Des opportunités qui nous sont proposées et que nous sommes à même d'accepter ou de refuser. Ce qui fait dire à Pierre Teilhard de Chardin, Dieu, à proprement parler, ne fait pas, il fait se faire les choses. Alors, l'union créatrice ne forme pas entre eux les éléments qu'elle groupe, on l'a vu, elle conserve, elle consiste à devenir en effet un en demeurant soi avec l'autre, hein, ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Elle les conserve, dit-il, elle les achève. Alors, elle les conserve, ça veut dire elle les maintient dans leur état, garde leur spécificité, mais elle les achève, elle les mène à bonne fin. Et Teilhard nous dit, dans les corps vivants, les cellules sont d'autant plus spécialisées qu'elles appartiennent à un être plus élevé dans la série animale. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que se construit cette union progressive, on voit que chaque cellule, qui au départ sont relativement polyvalentes, finissent par se spécialiser. Ça, on le voit en biologie. Hein. On part d'une cellule souche et puis progressivement, il y a des cellules qui se spécialisent et qui chacune... Alors, il nous a parlé tout à l'heure d'une étincelle d'esprit dans la matière. Et Teilhard nous dit « Toute chose est supérieure à la somme des éléments qui la constituent. » Ça, on en a parlé. Hein. Reprenez l'exemple de l'eau, par exemple. Hydrogène, oxygène, paf, on tombe sur de l'eau. À chaque phase de l'union, la matière se complexifie selon une loi qu'il appelait la loi de complexité-conscience. Sur cette matière complexifiée, une plus grande conscience est à même de se développer. Plus il y a de matière, plus on va voir se développer la conscience. L'esprit naît au sein et en fonction de la matière. On va voir qu'il y a un double mouvement inverse. Il nous dit ici un arrangement matériel générateur de plus de psyché. Bon, là, moi je le traduis par conscience, hein, je ne sais pas si psyché. Donc un arrangement matériel plus large qui génère plus de conscience. Et là, de l'autre côté, l'évolution d'une psyché génératrice d'encore plus d'arrangements. C'est-à-dire que c'est un système où chacun est participatif, l'esprit et la matière. Des éléments sont groupés, disons par l'âme, en un corps, oui, par ce mouvement hein, qui les pousse en un corps. Et pour ces éléments, alors là on va y aller doucement, Teilhard nous dit, être plus est être mieux uni avec un plus grand nombre d'éléments, pour ces éléments matériels. D'accord ? Vers un nouveau corps plus complexe. Et il nous rajoute, pour l'âme de ce corps, être plus, c'est mieux unir un grand nombre d'éléments. L'esprit rassemble ces éléments. Alors ça peut vous paraître un peu nébuleux. Je vais vous donner un exemple. Considérons que nous, là, tels que nous sommes les éléments en cours d'association
pour une cause qui nous rassemble. Nous formons une association, nous avons une cause commune. D'accord? Pour nous, membres de cette association, qu'est-ce que c'est qu'être plus? C'est être mieux unis avec un nombre croissant de participants qui partagent notre cause. Nous sommes plus nombreux, plus forts, ce que vous voulez. Et pour notre association, être plus, qu'est-ce que c'est? C'est de mieux faire progresser ensemble cette cause. Donc, Teilhard nous dit, il n'y a pas concrètement de la matière et de l'esprit, mais il existe seulement de la matière devenant esprit. Cette matière s'unit, se complexifie, a un potentiel de conscience qui augmente. Cette conscience s'unit. Quand la conscience est unie, elle trouve d'autres moyens d'unir d'autres molécules. La matière augmente encore. Enfin, c'est un cycle. Et c'est ce qu'il a appelé l'étoffe de l'univers. L'étoffe de l'univers est, nous dit Teilhard, l'esprit matière. Et pour lui, esprit et matière sont totalement indissociables. Et il nous rajoute, aucune autre substance ne saurait donner la molécule humaine. La molécule humaine, Teilhard nous dit, l'univers progresse pas à coup de milliards et de milliards d'essais. C'est le coup de la sphère à ressort dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a des ressorts qui se trouvent face à face et il y en a un qui dit à l'autre, mais qu'est-ce que tu fous là? J'ai pas envie de te voir. Bon, donc il y a des essais. Et puis il y en a deux qui vont se trouver face à face et ils disent, tiens, ensemble on pourrait faire quelque chose. Bon. Mais ça on peut le généraliser beaucoup plus haut. L'évolution considérée dans un premier temps comme uniquement biologique, ça c'est Teilhard qui parle, se dirige en effet vers quelque état toujours plus spirituel. Au départ, on considère du biologique, puis au fur et à mesure que ça se complexifie, on va passer dans le spirituel. Et il nous dit, la vie ne se diversifie pas au hasard en tous sens, mais elle laisse voir une direction absolue de marche vers les valeurs de conscience croissantes. Et sur cet axe principal, l'homme est le terme le plus avancé que nous connaissions. Ça, je crois que c'est difficile à contredire. Il dit que nous connaissions. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de la conscience animale et qu'il n'y a pas de la conscience ailleurs. Mais comme nous le rapportait Martin du père Martelet, qui disait un jour dans une conférence, on a vu des hommes faire des colloques sur les bonobos, on n'a jamais vu des bonobos faire des colloques sur les hommes. Bon, donc, ou alors c'est qu'on ne sait pas écouter, ou qu'on ne sait pas entendre, ou qu'on n'a pas. Mais la conscience animale, je pense qu'il y a creusé. Bon, mais il est quand même un fait qu'aujourd'hui, c'est quand même l'homme qui est capable de construire, qui est capable de chercher, qui est capable de faire avancer, de faire progresser une idée, bon. Le terme le plus avancé que nous connaissions. Et ce qui fait l'homme, c'est le pouvoir apparu dans sa conscience de se replier ponctuellement sur elle-même. Il conclut, seul entre les animaux, l'homme sait qu'il sait. Alors, on constate chez l'homme effectivement des propriétés nouvelles, propriétés de liberté, de prévision de l'avenir, une capacité à planifier, à construire, l'apparition de l'outil, et puis cette façon qu'a l'homme, qui n'est pas spécialisé, d'inventer donc des outils pour remplacer ce que la nature a donné à certaines espèces très spécialisées. L'oiseau a des ailes pour voler, l'homme a construit l'avion. Bon, le poisson peut nager, l'homme a construit le bateau. Puis je vous en trouverai comme ça. Mais en soi, l'homme, c'est pas grand-chose. C'est cette capacité de réflexion, de repliement sur elle-même, de sa conscience.
seul entre les animaux, l'homme, c'est qu'il sait. Donc, on constate l'émergence de propriétés nouvelles, on l'a vu, mais également, alors une chose qui est extrêmement importante, on va constater rapprochement, communication et finalement union des éléments hominisés. Et ça, on va le développer un peu plus tard. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on constate le savant d'autrefois, il a disparu, hein, celui qui sait tout, qui peut tout faire tout seul dans son coin. Là, donnez-moi le nom aujourd'hui de quelqu'un qui est capable de maîtriser la filière informatique depuis le bout de silicium jusqu'à la dernière application de mon smartphone. Je ne pense pas que ça existe. Hein. Donc, plus ça va, et plus on a besoin de ce rapprochement, de cette communication et de cette union donc des éléments hominisés. Et Teilhard de nous dire, ainsi achève de se dissiper à mes yeux le mirage de la matière, le monde ne tient pas par en bas, par le multiple, mais par en haut, par cette croissance, par cette unification. Quand tout le reste aura passé, il restera l'esprit, nous dit Teilhard. Je crois que l'évolution va vers l'esprit. Alors autour de nous et en nous, l'énergie humaine poursuit toujours sa mystérieuse progression vers des états supérieurs de pensée et de liberté, nous dit Teilhard, dans l'énergie humaine. À partir de l'homme, en redescendant vers les origines, alors ça c'est important, la conscience apparaît se dénouer jusqu'à devenir insaisissable. Vous prenez l'homme, vous essayez de le décortiquer, qu'est-ce que vous allez trouver? Vous allez trouver d'abord un morceau de peau, un morceau de viande, puis vous allez découper, puis vous allez trouver des protéines, puis qu'est-ce que vous allez trouver encore? Vous allez trouver des atomes de carbone, d'hydrogène, d'oxygène, d'azote, et après, quand vous serez à une multitude de molécules, est-ce que vous pourrez dire que c'était un homme? Non. Si vous voulez savoir pourquoi une personne a eu l'idée de bâtir une cathédrale, c'est pas en le mollissant. Vous allez trouver du sable, des briques, des machins, des pierres, mais vous ne trouverez pas ce qui est à l'origine. Hein. Donc, Teilhard nous dit, en redescendant vers les origines, la conscience paraît se dénouer. Par contre, vers l'homme, en remontant l'axe des temps, la spontanéité s'éveille, c'est-à-dire l'indépendance de causes extérieures, l'autonomie, s'éveille, s'organise, et finalement se réfléchit sur elle-même en émergeant dans le personnel. L'union nous a fait hommes en organisant sous le contrôle d'un esprit pensant les puissances confuses de la matière. C'est-à-dire que toute cette matière élémentaire, par union successive, par élaboration d'une conscience, d'une complexification et d'une conscience croissante, tout cela va se retrouver. Teilhard nous dit l'union à l'intérieur nous a jusqu'ici personnalisé, c'est-à-dire a fait de nous des personnes, mais P minuscule là. Hein. Maintenant, l'union à l'extérieur qui va nous supra-personnaliser. Nous sommes soumis à quelques âmes supérieures. Ces éléments vont former ensemble des entités collectives. C'est-à-dire que ces personnes que nous sommes, là, avec la conscience réfléchie, par union, vont pouvoir former de la supra-personnalisation. C'est-à-dire, nous sommes donc constitués d'un élément soumis à quelque âme supérieure. Ces éléments vont former ensemble des entités collectives. Et Teilhard rajoute, dans la direction prévue de l'évolution. C'est pas n'importe comment. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes, nous, individus, à considérer comme les premiers éléments de formation de la création. Hein. La création est continue. Et nous sommes aujourd'hui des éléments. Pas de déterminisme non plus. La direction prévue est celle de la plus grande complexité et de la plus grande conscience. C'est la direction qui préserve notre liberté. Dans cette union qui nous amène à travailler avec d'autres, on est libre d'accepter, on est libre de refuser. Et c'est pas parce qu'on va refuser que ça va être la fin du monde. Il y a une autre liaison qui va se faire ailleurs. Après, on va peut-être pas regretter, j'en sais rien. Globalement, dans le sens de l'évolution avance.
Et il nous dit, de jour en jour, la masse humaine se prend. Et ça, on le constate. Au départ, on avait des tribus, ensuite on a eu des pays, tout ça, ça s'est organisé. Aujourd'hui, on a une compression humaine telle que la masse humaine se prend, elle se construit. Et il nous dit, elle tisse autour du globe un réseau d'organisation matérielle, de circulation et de pensée. Ben là, on y est. Hein? D'abord, ça a commencé par les voyages, il y a très longtemps. Hein? Christophe Colomb, Magellan. On est arrivé ensuite à inventer l'avion. Bon, mais ça favorisait les choses. Ça en a des paquets d'autres, c'est certain. Mais aujourd'hui, nous sommes globalement interconnectés. Donc, sous l'effet de la poussée démographique et à l'aide des moyens techniques, fruit de son évolution, chaque individu devient interdépendant de son compagnon du bout du monde. Hein, par des échanges politiques, des échanges solidaires, des échanges commerciaux ou des échanges belliqueux ou scientifiques. Enfin, on ne peut pas vivre sans savoir qui est celui qui habite aux antipodes. Ça, aujourd'hui, je crois que c'est clair. Et Teilhard nous dit, noyé dans ce processus, habitué à le considérer comme un non physique, nous n'y prenons pas garde, mais regardez-le enfin comme nous observerions un cristal ou une plante. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, mais tout ça, ça se passe sans que vous le regardiez. Mais moi, scientifique, quand je regarde, j'y vois là des choses qui évoluent exactement comme un cristal, une plante ou un être vivant. C'est-à-dire que l'ensemble de l'humanité va constituer un être vivant. Et il nous dit instantanément, nous nous apercevrons qu'à sa lithosphère, c'est-à-dire le cœur de la Terre, à son atmosphère et à sa biosphère, la Terre est en train d'ajouter par nous une enveloppe de plus à ces autres nappes. La dernière est la plus remarquable de toutes, la zone pensante. C'est-à-dire qu'il y a une zone pensante qui interconnecte la planète et qu'il appelle la noosphère. Les éléments vivants deviennent capables irrésistiblement de se rapprocher, de communiquer et finalement de se souder entre eux. Cette pellicule d'intelligence qui recouvre la Terre va changer la nature même de l'évolution. C'est-à-dire que cette évolution, qui jusque-là était biologique, devient une évolution relationnelle, une évolution culturelle. Et donc il nous dit, nous ne pouvons atteindre notre moi véritable qu'en nous associant organiquement avec tout le reste. Ce qu'il y a de plus précieux en chaque être est ce qui le fait un, même avec tous les autres. C'est par suite en coïncidant avec tous les autres que nous trouverons le centre de nous-mêmes. Donc ça va en lien avec ce qu'il nous a dit tout à l'heure, c'est l'union différencie, toujours. Hein. Alors le personnel, P majuscule, le personnel est l'état le plus élevé sous lequel il nous soit donné de saisir l'étoffe de l'univers. Je crois que l'esprit dans l'homme s'achève en personnel. Et alors Teilhard nous dit, la personnalisation de l'univers ne peut s'opérer qu'en sauvant pour toujours en une personne suprême la somme distincte des personnes nées successivement au cours de son évolution. Et il définit Dieu comme un centre de centre, ce que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire se centrer, se décentrer, se surcentrer donc sur le Créateur. Alors la lumière de l'union créatrice, il nous dit, l'univers prend la forme, ça vous parlera peut-être mieux, d'un immense cône dont la base se distendrait indéfiniment en arrière. Donc ça, ce sont les éléments primordiaux de constitution de l'univers, les premiers éléments. Hein. Tandis que le sommet s'élèverait en se concentrant dans la lumière. Donc, que trouverons-nous au sommet de ce cône? Et il nous dit, nous sommes amenés à concevoir un centre premier et suprême, un oméga, en qui se relient toutes les génératrices de l'univers. Alors à plusieurs stades, on retrouve donc le multiple, les éléments constituants, ici des éléments un peu plus élaborés, l'apparition de la vie, ici la liberté humaine, et puis ici en montant donc une convergence vers le Christ oméga, sachant qu'on part de la création, on passe par l'incarnation et on va passer par ici par la rédemption, hein, au fur et à mesure qu'on montera vers cet élément d'unification
et qu'il a appelé oméga. Et il nous dit par ailleurs, des constructions les plus matérielles de la nature jusqu'aux édifices les plus raffinés de notre pensée, tout tient par en haut. Alors ça, c'est extrêmement intéressant, à savoir que pour lui, c'est ce Christ oméga, pour répondre à la question de tout à l'heure, c'est ce Christ oméga ici qui considère comme pôle d'attraction. C'est vers lui que va se faire cette unification des consciences. Il y a quelque chose qui est très très intéressant dans un de ses essais. Il a comparé, il a fait une comparaison, c'était la grande époque du communisme, et il a fait une comparaison entre le communisme dont il admirait l'élan social, cette solidarité, et le christianisme. Il a dit la seule différence, c'est que le christianisme, il y a un pôle d'attraction qui tire tout vers le haut et qui tient la somme, et le communisme, c'est une voûte. Vous enlevez la clé de voûte et tout s'effondre. Le monde ne fonctionnerait pas s'il n'existait quelque part à l'avant du temps et de l'espace un point cosmique oméga de synthèse totale. Le Christ révélé n'est pas autre chose qu'oméga, et c'est pour être constitué oméga enfin qu'il a dû, par les labeurs de son incarnation, conquérir et animer l'univers. Là, on retrouve le théâtre religieux et mystique. D'ailleurs, il développe quelques chapitres sur l'existence probable d'autres univers et la présence du Christ vis-à-vis de ces univers-là. Il a écrit quelques essais sur ce thème-là. Le Christ révélé n'est autre chose qu'oméga. Il fait référence à saint Paul, notamment aux Colossiens. Le Christ est avant toute chose, c'est tout subsiste en lui, Colossiens 1,17, où lui qui est la tête de toute principauté et de toute puissance, où il n'y a que le Christ qui est tout et en tout, dans les Colossiens également. Donc, il s'appuie beaucoup sur la pensée de Paul et sur la pensée de Jean également. Christ oméga, Christ collecteur et animateur de toutes les énergies biologiques et spirituelles élaborées par l'univers, donc finalement Christ évoluteur. Donc pour lui, le Christ est l'animateur, l'attracteur de toutes les forces de l'univers. Telle est la figure explicitée et généralisée sous laquelle le Christ rédempteur et sauveur est présent désormais à notre adoration. En lui, dès lors, de par toute la logique du christianisme, le personnel s'épanouit, ou plutôt il se centre, jusqu'à devenir universel. Là, c'est la personne du Christ dont il parle. Alors, n'est-ce pas là, dit-il, le Dieu que nous attendons? Et il nous conclut en nous disant, je crois que le personnel suprême est le Christ universel. Voilà, on arrive au bout. Alors, que nous fait découvrir Teilhard? Il nous fait découvrir que l'univers a une origine. Cette origine, c'est l'amour initial déjà présent dans les plus humbles particules, qui leur permet de s'unir et de faire du plus. Que l'univers évolue dans la direction de la plus grande conscience, portée par une complexité croissante, on l'a vu, qui unifie la matière pour nous amener jusqu'à notre condition d'être libres et nous permettre, en usant de cette liberté, d'être les artisans de l'achèvement de notre monde qui est en devenir. Nous sommes les ouvriers en charge de l'achèvement du monde. Dernier point, c'est que l'univers a une finalité. Cette finalité, c'est la convergence vers l'esprit, vers le centre universel d'unification, le Christ universel. Et je vous remercie de votre participation à cette présentation.